les deux. Alors effectivement, la présentation est sur SlideShare. SlideShare est un site assez utilisé dans le monde académique. Et ça fait, je vais juste dire un mot sur SlideShare, pour moi c'est extrêmement révélateur de la philosophie de l'Internet et du Web 2.0. Ma présentation est sur SlideShare à votre disposition. Vous en faites ce que vous voulez. Vous l'utilisez, vous la réutilisez, vous en prenez une partie, vous l'utilisez pour vos cours, pour vos expériences, c'est fait pour ça. De la même façon qu'un certain nombre d'éléments qui sont dans ma présentation, je les ai repris chez d'autres. De la même façon que dans la présentation de Martial, il a été reprendre un certain nombre d'éléments ailleurs. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le matériel de base est là, il est disponible. La valeur ajoutée de l'enseignant plutôt, c'est quoi? C'est d'aller chercher le bon matériel, de l'utiliser de façon plus ou moins efficace. D'autant plus que cette présentation que je vais vous présenter maintenant, si demain Marcel l'utilise, il va dire autre chose, en fonction des mêmes images, mais en fonction de son auditoire, en fonction du public, en fonction de son expérience. Et donc on n'en est plus au stade où l'enseignant était le propriétaire de son syllabus qu'il couvait avec telle une poule par rapport à ses poussins, en disant c'est à moi, je ne veux pas qu'on y touche, en étant relativement fâché, quand il voyait un étudiant qui arrivait à l'examen avec des photocopies. Aujourd'hui, on est vraiment dans le sens contraire, tout est disponible, tout est à disposition. On va parler un peu de l'univers de l'enseignant. C'est assez révélateur, c'est une université américaine. Sur la photo de gauche, en fait c'est intéressant, c'est qu'on reconnaît le passé à la couleur. C'est la même, il n'y a rien qui a changé. Bon, on a peut-être nettoyé les murs, on a un tout petit peu changé le sommet des façades à côté de la tour, mais c'est la même université. Donc l'univers de l'enseignant n'a pas fondamentalement changé, c'est les mêmes murs. Ce qui n'est pas le cas à Louvain-la-Neuve, mais ça c'est pour d'autres réseaux. C'est une classe du 19e siècle, assez classique, avec un professeur, qui évidemment formait un certain nombre de métiers qui étaient les métiers de l'époque, dans lesquels, quand on regarde le lien entre la classe et le métier, les gens, enfin les dames en l'occurrence, sont disposées à peu près de la même façon, avec la surveillante qui est derrière, parce que comme vous savez sans doute, on surveille mieux quand on est derrière les gens que devant. Et donc, c'était assez logique. Qu'est-ce qui a changé? La photo est en couleur. À part ça, fondamentalement, les gens sont disposés de la même façon. Leurs tenues sont un peu moins réglementaires, un peu plus variées, un peu plus décontractées, mais fondamentalement, c'est à peu près la même chose. Et ça n'a plus rien à voir. Et donc, on se retrouve confronté à un univers de formation qui est en gros globalement le même. Des auditoires comme celui-ci, il en existait déjà au XVIe siècle. Ils n'ont pas fondamentalement changé, sauf peut-être le PowerPoint. Il y a toujours ça. Il y a toujours des craies. J'ai un collègue à l'ICHEC qui était très très fâché parce qu'il n'y avait plus de rétroprojecteurs qui marchaient. Et on lui a expliqué qu'en fait, on devait commencer à regarder dans le magasin d'antiquités pour trouver des pièces. Il dit oui, mais enfin, moi j'ai encore 5 ans à enseigner et mes transparences sont faites depuis 20 ans. C'est un prof d'histoire. Hein, donc bon. Mais néanmoins, ça dit que ce n'était pas une technologie évolutive, je ne vais pas dire que... Mais globalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Quand j'étais, il y a déjà un certain nombre d'années en première Candie, c'était ça, il n'y avait pas ça. Mais le reste n'a pas changé. Et un certain nombre de nos collègues correspondent tout à fait à ça, ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer pour des tas de raisons, qu'elles soient psychologiques ou autres, qui est un problème de remise en question, qui est un problème de changer de méthodologie, qui est un problème de dire que mais, finalement ça a toujours marché, pourquoi on va changer? J'ai un collègue qui m'a dit « J'arrête dans 3 ans, je vais essayer de tenir ». Le problème c'est qu'il y en a qui ont 30 ans et qui sont à peu près dans le même état d'esprit. Alors certains croient avoir compris en disant finalement il faut développer les apprenants en disant vous devez être indépendant, vous devez être innovatif, vous devez être critique, mais pas envers moi. Puisque je suis le professeur, moi je sais. Et donc on a aujourd'hui un certain nombre d'enseignants qui utilisent des technologies nouvelles, mais globalement dans leur tête ça n'a pas fondamentalement changé.
ils sont passés du transparent, du syllabus au PowerPoint, mais c'est quand même du savoir qui passe de l'un vers l'autre et sans beaucoup d'interactivité. Alors, cas classique, quand on regarde enseignants nouvelles technologies, on a évidemment un certain nombre de millions d'occurrences. Quand on regarde un peu plus loin, on constate que la grande majorité, c'est ça. C'est la panique, c'est la catastrophe, les enseignants sont dépassés, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils sont généralement aussi incapables de gérer une classe dans laquelle les étudiants ont des PC. Et c'est vraiment assez intéressant, c'est de dire, mais finalement, bon, c'est un outil. Donc a priori, quand on donne cours, pourquoi les étudiants n'auraient pas, comme monsieur, son PC ouvert? La question qui revient de n'importe quel enseignant, c'est, mais est-ce qu'il travaille? Qu'est-ce qu'il fait? Mais ça, en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que si au lieu d'avoir son Mac qui est ouvert et qui est donc visible, s'il avait son iPhone caché derrière son chapeau, on ne le verrait même pas, mais il ferait la même chose. Il est peut-être sous le chapeau. Donc, on doit arriver à avoir un autre réflexe, c'est de dire, mais finalement, aujourd'hui, quand vous avez une classe ou un auditoire avec 50, 100, 200 étudiants, même s'ils n'ont pas de PC ouvert devant eux, vous ne savez quand même pas s'ils travaillent. Enfin, s'ils vous écoutent. Et finalement, s'ils vous écoutent, ça dépend de vous. Ça ne va pas changer. Alors, aujourd'hui, et ça c'est malheureusement un constat, l'enseignant, qu'il le veuille ou non, il est confronté à ça. Il est confronté technologiquement par les liens de la société de l'information, par le web, par les réseaux sociaux, à ses collègues, à sa famille, à ses amis, à ses étudiants, à des accès à des connaissances qu'il faut gérer. Ça, c'est déjà pas simple. Mais la réalité, c'est pire que ça. C'est ça. Vous êtes au centre et autour, il y a vos collègues et vos étudiants qui eux-mêmes sont connectés. Et on commence aujourd'hui à voir des étudiants qui viennent avec des éléments d'information que l'enseignant ne connaît pas et qui mettent en doute éventuellement ce que l'enseignant a dit. Parce que l'enseignement Donc la question c'est, aujourd'hui on a sur iTunes U, c'est un canal de podcast qui est diffusé à destination des utilisateurs d'iPhone, on a les plus grands cours des plus grands profs américains, qui sont, dans un certain nombre de médias, les stars mondiaux. Pourquoi ne pas les utiliser? La question, c'est qu'on doit se reposer des questions en disant, mais on a accès à tous ces gens-là, on a accès à Michel Serres, facilement. Et donc, que devient notre valeur ajoutée par rapport à tout ça? Puisqu'en gros, tous les enseignants du monde, et donc tous ceux qui sont meilleurs que nous, et en tout cas en ce qui me concerne, je ne voudrais pas dire ça pour vous, il y en a beaucoup qui sont meilleurs que moi, mais ils sont là. Et mes étudiants peuvent y avoir accès directement. Donc, à quoi je vais servir? Et donc, c'est autre chose, puisque quelque part, il y a relativement facilement moyen de trouver meilleur, mieux, plus intelligent, pour reprendre l'expression de Michel Serres, plus complet, dans tous les domaines d'enseignants. On est dans une vie digitale assez claire, avec un accès à un certain nombre d'outils qui sont utiles aussi à l'enseignant. Et ça, bon, on ne peut pas faire une conférence sur le sujet sans qu'il y en ait au moins deux qui s'en servent, donc on est... C'est effectivement le problème, c'est que aujourd'hui, on arrive à être connecté en permanence, et pour reprendre l'expression de Marcel avec le cerveau, ma femme n'arrête pas de me dire qu'en fait mon iPhone c'est mon deuxième cerveau. Et donc on a d'ailleurs négocié récemment que quand la dernière vacances, je devais laisser mon dernier cerveau à la maison, puisque c'est vrai qu'une partie des informations sont là et je ne les retiens plus parce que je sais qu'elles sont là. Donc effectivement, cette interconnexion permanente est absolument normale pour la jeune génération. D'ailleurs, essayez d'éduquer vos enfants de ne pas répondre au téléphone et de ne pas regarder les SMS pendant qu'ils mangent. C'est une autre façon de vivre. Et nous, en tout cas moi, peut-être pas certains d'entre vous, mais on est né avant. Et donc on a dû faire un certain nombre d'adaptations pour arriver à les, quelque part, rejoindre là-dessus. Une de mes grandes fiertés, c'est que je parviens à faire découvrir à mes filles des applications qu'elles ne connaissent pas. C'est plus souvent le contraire. Alors, le point de départ, ça pourrait être ça. C'est de dire que finalement, on doit adopter à long terme des nouveaux raisonnements et de nouvelles pratiques pour le corps enseignant. On ne peut pas continuer à faire comme si tout ça n'avait pas changé. Il y a le problème de l'identité professionnelle des enseignants qui doit se trouver quelque part sur Internet, qui doit être gérable. On a, et vous êtes aussi bien placé pour le savoir,
dans la culture de nos institutions, pas nécessairement, alors que pourtant ce sont des institutions de recherche universitaire, on n'a pas nécessairement une culture d'innovation dans la façon de gérer notre institution. On a des chercheurs qui cherchent dans plein de domaines différents, mais quant à dire qu'on va changer la façon d'enseigner, ça c'est autre chose. Là, je crois qu'on est en plein dedans. Alors, les apprenants, on va regarder un peu ce qui se passe et donner notamment 2-3 études qui ne devraient pas vous surprendre, récentes, sur sur le profil des apprenants. Alors, ça c'est une étude qui a été faite à fin 2008 sur l'utilisation par les étudiants d'un certain nombre de choses. Alors, la colonne jaune, c'est celle qui consiste à avoir créé du contenu dans l'application. La colonne rouge, c'est la utiliser mais sans créer quelque chose. Jaune, ils en ont entendu parler et ils ne l'utilisent pas. Et 96%, enfin, et plutôt la colonne bleue, ils n'ont jamais entendu parler. On part de la gauche. Les réseaux sociaux, ils sont en plein dedans, tout le temps. Ils l'utilisent, ils mettent du contenu, ils partagent de l'information, ils s'en servent. Avec parfois une naïveté confondante, comme fait nos 2 étudiantes belges qui sont devenues célèbres dans le monde entier, pour avoir avoué sur Facebook qu'après avoir été exonérés de fraude par leur institution, ont avoué sur Facebook, on a triché et ils ne l'ont pas vu. Ils sont évidemment fait virer de leur institution parce que certains de leurs profs étaient dans leurs amis. Bon. Ce qui prouve qu'ils ont parfois une certaine naïveté sur la façon de l'utiliser. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que dans des technologies qui, en tout cas moi ça m'a surpris, je croyais être assez normales, à savoir les wikis et les flux RSS, qui est pour moi une des meilleures inventions qu'on ait fait récemment, ce sont cette possibilité qu'il y a, vous mettez sur un site, vous inscrivez, et vous allez recevoir automatiquement tout ce qui se passe sur le site. SlideShare en est un, vous pouvez vous inscrire sur SlideShare, vous vous inscrivez comme suiveur de quelqu'un, et peut-être que Marcel l'a fait, et automatiquement, chaque fois qu'on rajoute quelque chose, vous le savez. Vous ne devez même plus aller voir. Donc c'est extrêmement simple. Ça, les étudiants ne savent pas. Alors, ce qui est intéressant quand on fait des formations chez les étudiants, c'est qu'on en est encore à devoir leur expliquer, on peut encore leur apporter quelque chose. Dans le micro-trottoir, en gros, ils parlaient que de Google. Or, il y a quand même, et bon, un certain nombre d'entre vous le savent, il y a quand même beaucoup mieux, et d'autres choses un peu plus spécifiques qu'on peut utiliser aussi. Donc, on peut encore leur apporter un certain nombre de choses. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'on n'est pas complètement largué, mais eux aussi, quelque part, n'utilisent pas encore 100% des technologies disponibles. Ça, c'est toujours un peu plus compliqué à lire, c'est l'utilisation. Et donc, en gros, plus il y a de jaune, plus c'est utilisé, plus il y a de bleu, moins c'est utilisé. C'est les réseaux sociaux, et on va de nouveau jusqu'au flux RSS, avec, par exemple, les podcasts relativement utilisés, mais évidemment, ils n'utilisent pas les podcasts pour des trucs universitaires, mais on pourrait, par exemple, les utiliser. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de dire, mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui dans nos outils académiques qu'on pourrait leur fournir pour aller vers leur univers. Et donc ça, c'est évidemment intéressant. Les réseaux sociaux, pour un certain nombre de cours, on constate que les étudiants automatiquement se font un réseau Facebook entre eux d'office, et que de temps en temps, ils invitent certains professeurs à y participer en disant bon, c'est quand même plus simple qu'on s'échange des informations directement là-dessus. Et autre étude qui a été faite sur la Digital Generation, et qui date de cette année-ci. Donc, 2200 étudiants répartis dans le monde, donc c'est un échantillon quand même relativement intéressant. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que 4/5 des étudiants font de la messagerie instantanée, donc MSN et autres, ça c'est en permanence. Donc ça c'est... Et pourquoi? Aussi parce que c'est moins cher que le téléphone. Donc, ils ont aussi compris quelque part, le langage SMS, il est né de quoi? Il est né du fait que les SMS étaient limités et qu'ils étaient chers. Si, c'est probablement une des erreurs économiques, mais qui a des conséquences culturelles, si le SMS était illimité et pour 1 cent, nos étudiants écriraient encore peut-être correctement. Comme quoi les décisions technologiques peuvent avoir des conséquences qu'on n'utilise pas. Skype, évidemment. Évidemment, aujourd'hui, j'ai une fille qui est sortie de Réto, un certain nombre, elle est partie à l'étranger, certains de ses copains sont partis à l'étranger, ils étaient sur Skype tout le temps. Donc, utilisation normale, habituelle, ça existe, on s'en sert.
beaucoup d'utilisation. Facebook, évidemment, 3/4 des intervenants sont sur Facebook. Et aussi, très important, les jeux en ligne qui sont très utilisés. Alors, à quoi ils se servent du Web 2.0 ? Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, pour regarder la colonne étudiant, puisque c'est celle qui nous intéresse le plus, mais dans la colonne étudiant, on dit, bon, ils recherchent et ils publient de l'information, et on voit Learning and Social. Donc, il y a une partie, ils s'en servent, et le micro-trottoir l'a dit clairement, ils s'en servent évidemment pour aller chercher de l'information dans le cadre de leurs travaux, ça va de soi, et globalement, la plupart, on dit, on commence par ça, mais aussi en matière sociale pour se chercher de l'info et pour s'échanger des choses. En communication, 96-98%. En jeu, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà une partie d'apprentissage en jeu. On a déjà 17% qui se servent des jeux vidéo, des jeux interactifs pour apprendre. Ou en tout cas, ils croient qu'ils apprennent par ça. À voir. 63%, notamment la communication, les jeux interactifs, online, etc. La collaboration, c'est évident. Aujourd'hui, la génération Y, évidemment, collabore. Ça tombe sous le sens. Alors que nous étions dans une génération dans laquelle on avait d'abord un sentiment on devait être le premier, et pour être le premier, on va évidemment pas donner ses syllabes aux autres. Aujourd'hui, ça va de soi. Non seulement les syllabes aux autres, mais ils sont en ligne. Les bons étudiants le mettent directement, ils les changent sur Facebook et ça va de soi. Tout le monde trouve ça normal. Sauf peut-être dans certaines facultés, genre médecine, où il y a un peu plus de compétition. Mais en dehors de ça, c'est répandu de façon assez systématique. Publication, aussi en matière d'études, 26%, mais ça veut dire qu'on peut s'en servir. Pour nous, c'est intéressant. Il y a déjà 26% des étudiants qui mettent des choses en ligne dans le cadre de leurs études. Et 63% qui publient des choses, mais plutôt pour leur vie sociale que pour le reste. 75% des étudiants sont connectés au moins une fois par jour, avec les deux sites de socialisation les plus connus, Facebook pour les étudiants et LinkedIn évidemment pour plutôt le côté social, le côté professionnel. Plutôt, on commence quand même à avoir un overlap entre les deux. On voit apparaître dans le milieu professionnel des pages professionnelles Facebook, ce qui est assez logique parce que les marketeers se sont bien rendus compte que les clients étaient là aussi et donc ne pourraient pas les utiliser. Alors, le profil de la génération, c'est super communicateur, utilisant différents canaux de communication, et Skype en particulier, qui répondent de façon systématique, en tout cas entre eux, qui sont capables d'envoyer des informations courtes avec un sujet précis pour une réponse précise, qui, a priori, sont réceptifs à la critique, en tout cas c'est la conclusion de l'enquête, qui utilisent la technologie, pas trop mais suffisamment, qui s'aident entre eux et qui ont une approche personnelle et parfois même émotionnelle dans leurs relations à ce niveau-là. Ça fait partie de leur communication classique. Oui. Alors, un petit point sur les jeux, parce que c'est assez intéressant et donc il y a des tentatives qui sont faites aujourd'hui d'utiliser le jeu aussi dans le cadre de l'enseignement. On constate aussi que plus de la moitié des étudiants jouent, et donc participe à un univers virtuel de ce type-là. Et j'ai rajouté quelques éléments par rapport à une étude, notamment un des jeux les plus célèbres, les plus utilisés, dans lequel on en est arrivé, j'ai un étudiant qui a fait son mémoire sur la création d'un site d'assistance aux joueurs de World of Warcraft. Il faut dire que ça va quand même relativement loin. Et on a 70% des étudiants universitaires qui jouent, dont la plupart, et essentiellement des femmes semble-t-il, jouent plus de 7 heures par semaine, qui est quand même pas mal. Question aussi, c'est ils jouent beaucoup en ligne et de façon interactive, et ce qui est amusant, c'est que l'étude, mais il n'y a pas plus d'informations sur ce que j'ai trouvé, mais en tout cas, la question qui se posait, c'est est-ce qu'ils jouent aussi pendant les classes ? La réponse est évidemment oui. Bon. Alors pourquoi ça les intéresse tellement ces jeux ? Parce que c'est drôle, c'est amusant, mais ce n'est pas uniquement technologique, c'est aussi rentrer dans un autre monde, dans un monde virtuel qui les intéresse. Qu'est-ce qu'il y a dans les jeux qui peut nous intéresser ? C'est qu'il y a des choses qui évoluent, il y a des règles, il y a des buts à atteindre, il y a des challenges, il y a un certain contrôle, mais il y a un univers un peu différent.
il y a une communication et une création d'interactions, on avance ensemble. On arrive même, dans certains univers de jeux vidéo, à mettre en ligne, pour aider les autres, des solutions pour passer à un niveau difficile. Donc il y a des partages aussi à ce niveau-là. Et donc, en termes de feedback, le joueur, il doit essayer quelque part les mondes, il doit former des hypothèses, il doit recréer quelque chose et repenser à des évolutions chaque fois qu'il passe, par exemple, des niveaux en matière de jeu. Alors, qui sont vos étudiants? Ce sont des personnes qui sont évidemment créatives, mobiles, multitâches. Alors, ce qui est intéressant, il y a une vidéo qui avait été faite par un prof américain dans laquelle on demandait aux étudiants qu'est-ce qu'ils faisaient par jour. Ils disaient on fait 3 heures ceci, on dort pendant 7 heures, on mange pendant 2 heures, on écoute, on fait des SMS pendant 1 heure et demie, on utilise le téléphone pendant un certain temps, on est sur Facebook pendant un certain temps, et on arrivait à 36 heures par jour. Ce qui est normal, ils font tous plusieurs trucs en même temps. La génération précédente était plus monotage, paraît-il surtout les hommes, mais globalement, aujourd'hui, les étudiants, et vous regardez ça avec les jeunes générations, ils ont leur iPod sur les oreilles, en train de téléphoner, et à la limite, ils seraient bien au cours en même temps. Et le côté multitâche est tout à fait normal. Collaboratif, donc ils s'échangent quand même pas mal de choses, ils produisent du contenu, ils sont actifs. Ils ne vont pas simplement chercher l'information, ils échangent aussi, et ils sont en permanence interconnectés. Et alors j'attire votre attention sur la jeune fille derrière, dont l'enseignant d'aujourd'hui se pose toujours la question, on dit mais j'ai une classe dont quand même un certain nombre qui ont l'air d'être plus ou moins intéressés, et puis qu'est-ce qu'elle fait? Et ça c'est une question d'aujourd'hui, il faut gérer. Alors ou bien on la gère de la même façon qu'on faisait avec un étudiant qui dormait sans ronfler, on dit bon ben, tant qu'il gêne personne c'est pas grave, ou est-ce qu'on doit intervenir? Et peut-être qu'elle est en train de faire une recherche complémentaire à ce que le professeur est en train de dire. Peut-être qu'elle est en train d'envoyer un mail, peut-être qu'elle est en train de chatter, mais il faut gérer. Le problème, c'est qu'en face à nos étudiants, ils sont là, quelque part, au moment où on leur parle. Et donc, il y a une nécessité d'attirer leur intérêt vers ce qu'on est en train de leur expliquer, et éventuellement pour qu'ils repartent après vers leurs univers. Juste un contexte que la plupart d'entre vous doivent probablement connaître, mais aujourd'hui Wikipédia c'est quand même 4 millions d'articles en ligne et ça bouge tous les jours. Et donc c'était amusant, c'était un des étudiants au micro-trottoir qui disait en gros il avait l'air d'avoir honte de passer sur Wikipédia, mais enfin quand même. Bon. Il y a d'ailleurs des universités suisses qui l'ont interdit. On ne peut plus citer Wikipédia dans les travaux. Ce qui fondamentalement ne change pas grand-chose parce qu'on va sur Wikipédia, on trouve un autre lien et on cite l'autre lien évidemment. Plus de 100 millions de vidéos sur YouTube, dont pas mal sont tout à fait intéressantes. Il y a des conférences assez extraordinaires qui sont sur YouTube. Bon, pourquoi pas. Alors la question plus interpellante par rapport aux enseignants, c'est 200 millions de blogs, et de nouveau ça blogue tous les jours. Sur 100 internautes, 78% consultent des blogs, 48% en ont créé un, et 39% souscrivent à des flux RSS. J'aurais été intéressé de voir la différence entre enseignants et apprenants par rapport à ça. C'est clair qu'à mon avis, il y a plus de pourcentage du côté des étudiants que des enseignants, mais ce serait intéressant éventuellement d'aller vers l'utilisation de ce genre d'outils. 57% des individus sont sur les médias sociaux, exportent des photos qu'ils ont prises avec leurs différents appareils et regardent des vidéos online. Question aussi, l'enseignant là-dedans, en quoi il les utilise. Intéressant aussi parce qu'on a toujours parlé du World Wide Web pour le web traditionnel. Le web 2.0, c'est le Read Write Web, c'est-à-dire que tout le monde devient un acteur, tout le monde peut publier, tout le monde écrit un certain nombre de choses, les met online. Alors il y a un bémol, et j'étais assez intéressé dans le micro-trottoir de savoir que quand même 2-3 étudiants, disaient oui mais il faut faire attention parce que toutes les informations sur internet ne sont pas bonnes. Ça a tendance à me rassurer parce que par rapport à un certain nombre d'étudiants, j'ai souvent tendance à penser qu'ils croient que, comme disait ma grand-mère, Tessine de Gazette, donc c'est sur internet donc c'est juste. Bon. Et c'est vrai que quand on voit le nombre d'informations qui sont publiées sur internet et qui sont parfois reprises, notamment par les journalistes, sans vérification. Je vous conseille d'ailleurs un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle The Flat News, par référence à The World is Flat de Thomas Friedman,
qui est un journaliste américain qui a fait une analyse sur la façon dont les médias publient des informations. Il a utilisé un groupe d'étudiants en Angleterre par rapport aux grands journaux anglais. Ce qui est absolument hallucinant, il n'y a que 3 nouvelles sur 10 qui sont vérifiées. Le reste, les journalistes n'ont pas le temps. Ils prennent, ils recopient, ils mettent en ligne. Ils n'ont même pas le temps de téléphoner pour voir si c'est vrai. Raison pour laquelle on se retrouve parfois confronté à des nouvelles relativement intéressantes, dont on constate après qu'elles sont démenties. Il y a eu, par rapport à la Barclays Bank dans le secteur financier, il y a à peu près 6 mois, une chute du cours très importante parce qu'on a dit qu'il y avait eu des problèmes de la banque, des problèmes des détournements de fonds, etc. Et donc le marché a chuté. C'était une nouvelle tout à fait authentique qui datait d'il y a 3 ans. Que quelqu'un avait repris, sans vérifier, l'avait renvoyé à une agence de presse qui n'a pas vérifié. Et quand l'agence de presse l'envoie, les journalistes considèrent que c'est bon. Et c'est la même chose évidemment dans l'information scientifique. L'avantage, et un des étudiants le disait aussi dans le micro-trottoir, c'est le peer review dans les livres scientifiques. Quand on écrit un article scientifique, on a un certain nombre de collègues dont parfois le but c'est d'essayer de démontrer qu'ils sont plus malins que vous et donc de démontrer que votre article est nécessairement moins bon que celui qu'ils auraient pu écrire. Et donc quand finalement vous arrivez à le publier, c'est que a priori c'est bon. Sur Internet, vous racontez n'importe quoi, n'importe comment, et même parfois, comme le disait aussi un étudiant, sans même mettre votre nom. Donc on peut dire n'importe quoi. Ce que les étudiants veulent faire, c'est qu'ils veulent apprendre avec des technologies modernes, ils veulent apprendre online. Une des critiques de la génération Y aussi, il n'y a pas, et notamment on le voit dans le milieu professionnel, il n'y a plus de 9 to 5, il n'y a plus de 8 à 5. Ils sont connectés en permanence. Un patron envoie un mail à un collaborateur à 10 h du soir, il va trouver normal de répondre. Et le week-end aussi, et pendant les vacances aussi. Et donc, je dirais que contrepartie qui me semble assez normale et que j'ai tendance à défendre, je trouve complètement idiot en entreprise d'interdire Facebook. D'abord parce que, pour des raisons bêtement matérielles, il suffit qu'on ait un iPhone ou un BlackBerry pour y aller quand même. Et d'autre part, on n'est plus dans un univers 100% professionnel, on a une interconnexion permanente des deux. Et donc, puisqu'on trouve normal de pouvoir contacter ses collaborateurs pendant le week-end, on peut aussi de temps en temps leur fiche la paix pendant 5 minutes pendant les heures de bureau. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le forum qui faisait une moyenne de 40% du temps de travail sur Facebook, malgré qu'un délégué syndical ait dit « oui, mais enfin, ils vont voir le profil des candidats ». Bon, quand même. Et donc, étudier quand ils veulent, où ils veulent, et des choses qui servent. Il y a une présentation qui est assez fabuleuse que je vous recommande qui s'appelle Shift Happens, qui se trouve sur SlideShare, et qui a réussi à démontrer sur la base d'études américaines qu'un étudiant aujourd'hui qui rentre en premier bac, bien, quand il sortira de l'université, un bon tiers de ce qu'il a appris sera déjà dépassé. Et que vraisemblablement, dans 50% des cas, le métier qu'il va faire n'existait pas encore quand il est rentré en premier bac. Donc comment voulez-vous qu'un enseignant forme un étudiant à un métier dont ni lui ni nous ne savons qu'il va exister? Aujourd'hui, il y a des gens qui font de la veille technologique sur Internet. Ça date de combien d'années? 5 ans, 6 ans? C'est un métier, hein? Il y a des agents, des sociétés qui font ça. Il y a 10 ans, on n'imaginait même pas que ça puisse se faire. Donc on doit plus leur apprendre à apprendre. Donc il doit avoir un esprit critique, résoudre des problèmes, être innovateur, communicateur. Tout ça sont des qualités qu'ils ont, mais ils doivent arriver à l'utiliser de façon professionnelle pour trouver leur chemin et pour aussi, peut-être plus ambitieux, devenir citoyen. Ce que je vous disais aussi, ce qui a changé, c'est le nombre de... Dans la génération du baby boom, c'était de 1 à 2 jobs par carrière. On avait des carrières planes. C'est fini. On estime qu'on va avoir aujourd'hui, dans une carrière, autour de 10 occupations professionnelles différentes. Compétences différentes aussi, évaluations différentes et compétition mondiale évidemment. The world is flat. Votre concurrent, il n'est pas à Schaerbeek, il est à Bangalore et il est meilleur que vous et il est moins cher. Les grands principes, tout le monde est capable de publier, créer, partager. Et on a quelque part un échange à donner à nos étudiants. Parfois, et dans certains cas, ils sont meilleurs que nous dans un certain nombre de technologies, mais on a l'avantage d'avoir appris peut-être un peu plus de choses qu'eux et de les amener à apprendre quelque chose. Alors, les pratiques des apprenants, il y en a une qui est évidemment assez dramatique, qui est le problème du plagiat.
pour un étudiant d'aujourd'hui, le cut and paste, mais c'est à peu près aussi normal que de respirer. C'est là pour ça. Leur expliquer qu'il faut citer les sources, c'est déjà quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place. Et donc pour eux, ça va de soi. On a aujourd'hui un site sur lequel on peut commander son mémoire. On peut même commander des thèses de doctorat qui sont faits par des maîtres assistants français de haut niveau qui demandent un bonus si vous avez une note supérieure à 16 et qui est un mémoire qui n'est pas un plagiat parce qu'il est impeccable et qu'il est neuf, avec des citations du jour. Bon. Donc on est dans... Et pour un étudiant de base, c'est normal. Il y a une étude qui a été faite auprès de jeunes Anglais il n'y a pas longtemps. Pour eux, Internet, c'est un modèle gratuit, intégral. Alors, il y a une phrase en anglais que j'aime beaucoup, c'est « There is nothing like a free lunch ». Donc quand on vous invite à manger, en général, c'est qu'on veut vous demander quelque chose. Et les dames de l'assistance doivent le savoir. A priori, il y a toujours un échange. Et donc, si Internet est gratuit, il y a quand même quelqu'un qui paye. Et il faut quand même trouver une source de revenus par rapport à ça. Donc, le problème du plagiat est important. Aujourd'hui, on a des technologies, genre que Forus et quelques autres, qui permettent de vérifier pour les plagiats. Mais, bon, les pirates ont quand même un certain nombre d'avance parfois en matière de technologie aussi. Donc si vous n'êtes pas sur le web 2.0, de toute façon vos étudiants y sont déjà. Là, je crois qu'il faut le savoir. Les réseaux sociaux existent et donc vos étudiants sont dessus. Donc pourquoi ne pas les utiliser aussi pour leur donner de l'information, pour leur donner des sources de réflexion, pour leur donner des indications par rapport à des recherches par exemple. On a une frontière qui est claire entre la génération Y et la majorité de leurs enseignants, sachant qu'il y a effectivement simplement une éducation. Ils sont tombés dedans tout de suite, certains d'entre nous non, et donc bon, il faut en tenir compte. On a, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle le méta-univers avec des interfaces, des gestions d'identité. La gestion de l'identité électronique, la gestion de l'identité digitale est quelque chose de fondamental sur lequel on peut passer une journée entière. Il faut savoir que quasiment tous vos étudiants ont aujourd'hui les outils pour être connectés en permanence. On est aujourd'hui dans la réalité augmentée. Prenons l'application iPhone du métro de Paris. Vous avez aujourd'hui avec la géolocalisation la possibilité de savoir en permanence quand vous sortez du métro où est le Starbucks le plus proche. On a aujourd'hui l'application qui a été présentée par Google avant-hier. Vous faites une photo d'un monument. Pour le moment uniquement avec leur système de téléphonie, mais ça va venir sur les autres. Et automatiquement, ils vous renvoient vers Google avec toutes les informations sur le monument. Donc vous passez en rue, on dit tiens, c'est quoi ce truc? Vous faites la photo, vous l'envoyez et vous savez. Ça peut évidemment être intéressant aussi. Un des rôles de l'enseignant, c'est aussi de gérer tout ça. Les étudiants, comme les enseignants, sont confrontés à une masse d'informations absolument colossale. C'est comment trouver son chemin là-dedans. Il y a trop d'informations. Et donc, comment trouver la bonne? Et alors, je vais terminer par le fait qu'on est quand même là aussi pour leur donner du boulot un jour. Et donc, quand ils vont sortir de l'université dans leur future entreprise, mais l'entreprise, elle est déjà comme ça. L'entreprise 2.0, ça existe. Ça fonctionne déjà comme ça. C'est déjà géré en interne avec des flux d'informations, avec des bases de données, avec des gestions d'accès. Et même au niveau des services publics fédéraux belges, on est en train de mettre en place des systèmes informatiques de gestion d'informations. Et par exemple, de ce qu'on appelle du knowledge management, la gestion des connaissances. Juste pour vous donner un exemple, dans les services publics fédéraux belges, dans 10 ans, 50% des fonctionnaires auront disparu. Pension. 50% de la tête, de ce qu'il y a dans la tête des fonctionnaires aura disparu aussi. Or, on sait dans toutes les organisations en termes de management que ce qu'il y a dans la tête des collaborateurs, c'est aussi important que ce qu'il y a dans les bases de données. Donc il faut faire ce transfert de connaissances. Et les services sont en train de le mettre en place pour le moment. Ce qui est intéressant, c'était cette typologie aussi, qui n'est pas très claire, mais vous la verrez si vous téléchargez la présentation. C'est l'utilisation, en fait, en termes d'individus, d'abord au départ, l'email, le mobile, et les bookmarks sociaux, vers l'entreprise et vers la marque. Aujourd'hui, on a dans le carré entreprise, marque professionnelle, les wikis, les blogs, le microblogging, le social network, les bureaux virtuels, la messagerie instantanée utilisés en entreprise. Donc vous avez aujourd'hui les étudiants qui l'utilisent et l'entreprise qui l'utilise. C'est quoi le chaînon manquant? Ça, c'est
une autre présentation d'une entreprise aujourd'hui, avec l'utilisation des nouvelles technologies, avec l'informatique, avec les bibliothèques en ligne, avec toute la problématique de l'archivage online aussi qui doit se faire dans les entreprises, avec les aspects de sécurité, les aspects de CRM, les groupes externes, les groupes limités, c'est prévu, ça fonctionne. Et donc, de nouveau, les étudiants, pour eux, ça va de soi, pour les entreprises, ça va de soi aussi. Et il y a juste le niveau universitaire qui n'est peut-être pas encore... Alors, en termes de conclusion, et c'est vrai que quand on parle des médias sociaux, quand on parle du Web 2.0 dans l'enseignement, en général, c'est, Marcel l'avait rappelé tout à l'heure, c'est au secours. Au secours, on va devoir changer. Et vous devrez changer. Nous devrons changer. C'est pas possible autrement. Sinon, il va y avoir un fossé qui va grandir de plus en plus entre, quelque part, les étudiants qui sont bien obligés d'apprendre des syllabus comme dans le temps. Et c'est vrai qu'on a parfois des étudiants qui disent, enfin, il n'y a pas autre chose. À la limite, mon grand-père faisait déjà ça. Donc, quelque part, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, on va devoir changer pour leur donner des outils nouveaux. Alors, ce sont des choses que j'ai reprises dans un certain nombre de conférences diverses. À quoi il sert l'enseignant? D'abord, il peut encore guider. Il peut proposer des modèles. Il y a des best practices, il y a des choses qu'on a fait, des choses qu'on a vues, des choses qui ont marché, qu'on peut utiliser. Éduquer quant aux façons de communiquer. Trouver la bonne information. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est trouver l'information scientifique. Et les bibliothécaires de la salle vont sûrement pas dire le contraire. C'est ça qui est fondamental. Trouver la bonne information et que l'étudiant puisse se développer dans un monde qui va bouger tout le temps et avec des technologies qui vont bouger tout le temps. L'enseignant aujourd'hui peut aussi utiliser ça. Avant, un enseignant, il avait cherché l'information, il devait passer des nuits en bibliothèque, aller chercher des choses. Bibliothèque qui n'était pas nécessairement extrêmement bien organisée. Il y avait des livres qui étaient dans des endroits, puis on enlevait le livre, on le mettait ailleurs. Et donc, aujourd'hui, on a même, je dirais, avec les flux RSS, on peut recevoir en temps réel l'information dans les sujets qui vous intéressent. Vous ne devez même plus aller la chercher, elle vient toute seule. Et vous allez l'identifier en fonction de la fiabilité que vous avez retrouvée pour les sources d'information. Aujourd'hui, l'information scientifique, elle est là quelque part. Mais où? Donc, arriver à dire aux étudiants, on va vous aider à trouver la bonne information. Et pour moi, une des choses les plus fondamentales, et qui me semble le plus manquer dans les étudiants que je fréquente, c'est l'esprit critique. C'est être capable de dire, attends, c'est vrai, et est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit le contraire? Essayer de trouver la véritable information, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut leur apporter. Et donc, à titre de recommandation, si je peux me le permettre, c'est de dire que l'enseignant doit un peu se réconcilier avec les technologies et finalement rejoindre les étudiants sur le Web 2.0 et rester connectés. Il faut aussi savoir qu'ils ont l'habitude d'être connectés en permanence. Un étudiant qui vous envoie un mail et auquel vous ne répondez pas, il ne comprend pas. Un étudiant qui vous envoie un SMS, puisque maintenant les numéros de GSM et auxquels vous ne répondez pas, et à la limite il ne comprend même pas que vous ne répondiez pas, même si vous ne savez pas qui c'est. Parce que ça va de soi. Et donc on a vraiment un changement de mindset à faire, et je crois qu'il y a un passage au-delà du fait que c'est effectivement quelque chose à gérer, mais je dis c'est faisable. Je dirais les deux meilleurs exemples, c'est peut-être Marcel et moi, où on a plus 22 ans, et je crois qu'on se débrouille pas trop mal dans ce genre de nouvelles technologies. En tout cas, ça nous intéresse, on a essayé de faire un effort pour rejoindre ce milieu-là, et je crois que tout le monde devrait être capable de le faire. Et pour moi, le problème pour moi, c'est que l'université aujourd'hui, c'est un peu le chaînon manquant entre deux univers qui sont déjà interconnectés, l'étudiant, l'entreprise. Donc je crois qu'on a un effort à faire pour les ramener et participer quelque part à cette évolution, amener l'étudiant digital vers l'entreprise qu'il est déjà. Je vous remercie.